Aujourd'hui, on va mettre un nouvel outil dans notre répertoire d'activités qui aide les enfants à bouger pour grandir. Il s'agit d'une activité avec des petits sacs de sable, des petites balles et qui permet d'intégrer les fonctions du corps et de l'esprit et ça s'appelle le bal à vis X. Je vais garder cette petite introduction brève pour aller retrouver très vite notre interlocutrice experte du sujet qui s'appelle Sarah Bonvillain, qui va nous initier comme il faut à cette activité-là. Sarah, elle est ergothérapeute libérale et son cabinet est situé dans la Nièvre, en France. Alors, on a hâte de la retrouver dans quelques instants. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Sarah, bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Bonjour Josiane. Merci d'être là avec moi. Je nous lance dans le sujet. Comment t'expliques ça, toi? C'est quoi le bal à vis X à quelqu'un là qui en a jamais entendu parler? Donc en fait, bal à vis X, ça veut dire bal pour balance, pour l'équilibre, A pour l'audition, et plus précisément, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour travailler le rythme, et puis vis, vision, donc qui va faire plus travailler la poursuite oculaire, entre autres, et X pour exercice, mais également pour parler de l'intégration entre le corps et le cerveau. Alors, une méthode complète et pour moi, complète comme ça veut dire plein de potentiel. C'est pour qui ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Là, quelqu'un qui se dit, OK, ça a l'air intéressant. Bien, c'est sûr que on est ergo et que ça nous intéresse comme ergo, mais pour tous nos autres auditeurs, est-ce que ça les concerne aussi? Qui va pouvoir bénéficier là, de ce qu'on va aborder aujourd'hui? Bah justement, Balavisic, sa force, c'est que ça peut servir à tout le monde. Évidemment, nous, on est ergothérapeute, donc on va y trouver un intérêt, mais ça peut servir à toutes sortes de professionnels de la santé ou autres. Lors des formations, c'est pour ça qu'on peut trouver aussi des orthophonistes, bon, bien évidemment les psychomotriciens, ça peut être aussi, on a eu des neuropsychologues, des orthoptistes, puisqu'on touche aussi tout ce qui touche aux yeux. Donc ça, c'est tous les professionnels de santé. Mais au début, c'est né pour les enseignants. Donc du coup, ça s'adresse aussi aux enseignants. Pendant la formation, les enseignants apprennent à s'en servir en classe. Et puis, les parents aussi peuvent venir se former et utiliser ça pour leurs enfants et leur entourage. Donc, tous ceux qui s'intéressent au développement du corps ou de l'esprit à différents niveaux peuvent être concernés par l'épisode. Donc, restez avec nous. Sarah a beaucoup de choses à nous apporter. Maintenant, si tu es un fidèle auditeur, auditrice de Bouger pour grandir, tu te souviendras qu'il y a quelques mois, on a eu un épisode sur le Brain Ball. Ça s'appelait Le cerveau en mouvement. Alors, Sarah, je sais que tu l'as écouté. C'est une approche qui a des similarités. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Vas-y. Alors, oui, bien sûr. Alors, Balavisic, si on en reparle au niveau historique, ça date d'avant les années 2000. Et quand c'est arrivé, c'est vrai qu'il y a différentes personnes, dont Brand Ball, hein, la personne qui a créé Brand Ball, est venue. Donc, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui sont venues se former en Balavisic. Donc, la personne qui a créé Brand Ball est venue se former en Balavisic et du coup a repris des exercices pour créer sa méthode à lui. Et après, lui, il a un petit peu modifié dans le sens où
lui, il en a fait une activité, un loisir, hein. D'ailleurs, on peut devenir animateur brainball, hein, pour créer des ateliers. Et, lui, les modifications qu'il a faites, hein, par rapport à tout ce qu'il avait appris en Balavisic, c'est d'intégrer la musique. Hein, on fait des mouvements en musique, ce qui n'est pas du tout le cas justement pour Balavisic. Donc voilà, nous on restera en Balavisic, c'est vraiment une thérapie. C'est-à-dire que c'est plutôt ludique, mais ça reste une thérapie, c'est-à-dire que on va pouvoir l'adapter à nos publics, aux enfants qu'on va recevoir et à toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Dans le fond, c'est un peu comme si le Balavis X, c'est une approche, comme on dit en ergothérapie, bottom-up. Donc, on va viser des capacités, équilibre, système auditif, visuel, etc. Tandis que des approches comme le Brain Ball sont des approches stimulantes, davantage éducatives. On s'amuse et on met en action notre corps, notre esprit, mais on l'utilise moins d'une manière ciblée, par exemple, pour atteindre un objectif spécifique avec un patient. Oui, voilà, tout à fait, Josiane, c'est ça. Balavisic, c'est à visée thérapeutique et puis on n'utilise pas du tout le rythme. Ça sera pas un rythme du tout donné par l'extérieur. Ils appellent ça plutôt utiliser le rythme organique, hein, naturel, voilà, Oh, qui vient de nous, de l'intérieur. Et ça sera vraiment, ce sera des mouvements lents, prévisibles, reproductibles et rythmés. je sais que dans le Brain Ball, on misait beaucoup sur le travail d'équipe. Donc, c'était 2 par 2, fallait s'ajuster au rythme de l'autre en plus de la musique. Est-ce que c'est un peu la même chose, mais sans la musique, ou est-ce qu'on le fait seul ou c'est d'emblée avec un partenaire? Donc nous, ce sera d'abord avec un partenaire, puisque c'est toujours en binôme, et puis après, ça peut s'ouvrir à un rythme, mais effectivement, il y aura absolument pas de rythme extérieur. Donc ça sera se mettre en synchronicité avec l'autre. Et cette synchronicité, elle est vraiment donnée par la technique et par le fait qu'on maîtrise cette technique-là. Est-ce qu'à quelque part, c'est pas plus simple d'avoir seulement à s'harmoniser à l'autre partenaire plutôt qu'à un partenaire et à un rythme extérieur? Alors, je dirais que oui, ça peut être plus compliqué parce que déjà, si on a du mal à gérer le rythme naturel, organique, hein, comme on peut retrouver aussi, on le rencontre très bien pour des enfants avec des troubles déficitaires de l'attention, c'est extrêmement compliqué. Donc en plus, si on doit se caler à un rythme extérieur, sachant qu'une musique, le rythme peut changer, ça peut être plus compliqué. Et là, c'est vraiment basé sur un rythme qui va être lent, régulier, répétitif, prévisible, reproductible. Donc, c'est ce qui va aussi faciliter l'apprentissage, l'ancrage aussi en nous et l'effet thérapeutique. Est-ce que tu nous parlerais un peu de l'historique du développement de cette approche-là? Est-ce que d'abord c'est américain? C'était qui le fondateur? C'était quoi son background? Bien sûr, oui. Donc, le fondateur, le créateur de Balavisic, c'est Bill Hubert. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tous ces mouvements-là que l'on trouve en Balavisic, c'est un travail d'une vingtaine d'années. Donc, il était enseignant et il était aussi professeur d'arts martiaux. Et donc, il a pris des arts martiaux, tout le côté équilibre et rythme. Et après, il a eu aussi des rencontres. Mais il s'est aperçu qu'il voulait faire travailler ses élèves dans l'activité physique et notamment le rythme et l'équilibre. Et il s'est aperçu que les élèves qui avaient des difficultés en équilibre notamment et dans le rythme et dans les activités physiques,
se retrouvaient, ils étaient également en difficulté dans toutes les apprentissages scolaires. Et il s'est aperçu que quand il travaillait spécifiquement l'équilibre, le rythme, sauter, marcher, toutes les activités physiques, ce que tu dis, bouger, l'enfant qui bouge, et ben du coup, il y avait des améliorations au niveau des apprentissages. Et du coup, il a travaillé là-dessus avec essais et erreurs et il a mis 20 ans pour arriver à ce qu'on peut observer sur des mouvements, des coordinations qui peuvent paraître simples, mais finalement, c'est pas un hasard. Chaque mouvement, chaque technique a une histoire. Ces techniques-là ont une raison d'être là et une raison pour lesquelles on les fait comme ça et pas autrement. Et du coup, pour compléter, donc il a fait ça dans ses classes et puis ses collègues lui ont demandé de faire et puis après d'autres établissements aux États-Unis lui ont demandé d'aller former et puis après le monde médical lui a demandé et après il est sorti des États-Unis et Balavisix est né vers les années 99 et est arrivé après en Europe, en Asie. Et donc en France. Mais c'est pas surprenant que ça s'est élargi parce que c'est une méthode qui, justement, a beaucoup de potentiel, qui fait beaucoup de sens. Et quand on vit les exercices, les routines, et quand on les essaie aussi avec des enfants, c'est tellement nourrissant. C'est tellement nourrissant, puis c'est amusant aussi. Oui, tout à fait. Et ça fait partie des méthodes. Quand moi je pratique avec les enfants, les adultes, et j'en profite aussi. C'est vraiment un partage. Et ça, il y a un Ouais. lien qui est fort aussi quand on rentre dans le rythme avec l'autre. Ça peut être fort. C'est très intéressant. Oui, vraiment. Est-ce que tu nous donnerais un peu de visuel à travers des explications? Donc, quand tu dis chaque technique, oui, bon challenge que je te donne. Quand tu dis chaque technique a sa raison d'être et vise quelque chose de spécifique, peux-tu nous donner des exemples de techniques et de leurs bénéfices visés? Par exemple, quand on passe d'une main à l'autre, il y a ce fameux croisement de la ligne médiane, et c'est une des forces de Balavisix. Mm-hmm. T'en as fait beaucoup référence dans tes petites capsules, dans tes formations. Croiser la ligne médiane, pour nous, ergothérapeutes, c'est très important puisque on en a besoin dans beaucoup d'activités de vie quotidienne, scolaire. Donc, ça en fait partie. Après, c'est des techniques, je dirais, pour rester plus global, parce que si je les montre, peut-être que ça va renvoyer vers pas grand-chose pour les gens qui écoutent. Par contre, la technique, elle est importante dans le sens où si tout le monde a la même technique, c'est ce qui va nous permettre d'être ensemble et dans le même rythme. Et c'est ça qui va faire cette synchronicité entre les deux personnes et après un groupe. OK. Donc, passer d'une main à l'autre, c'est un mouvement. Je me souviens qu'on pouvait passer aussi derrière le corps. Est-ce que tu pourrais expliquer d'autres types de mouvements ou d'échanges qu'on peut faire aussi? Alors, pour expliquer les mouvements, c'est que ils sont basés sur le croisement des différents axes. Donc, on a parlé beaucoup la ligne médiane qui nous permet d'avoir une droite et une gauche, mais les deux autres axes sont extrêmement importants aussi en Balavisix. Et comme tu l'as dit, on passe aussi devant, derrière, et c'est un autre axe que l'on travaille. Devant, derrière, c'est beaucoup travaillé aussi. Donc voilà, c'est un autre axe. Et on a aussi l'axe devant, en haut et en bas aussi qui est travaillé en Balavisix. Le haut et le bas. Donc on a les trois axes qui sont en permanence croisés dès qu'on fait les exercices de Balavisix. Et puis, quand tu parlais des lancers, les lancers sont aussi beaucoup utilisés pour travailler tout ce qui est poursuite oculaire, accommodation, loin,
après, ce qui va après nous servir, nous, pour nos enfants qui ont du mal à suivre en classe, s'adapter à ce qui est écrit au tableau, par exemple, et puis après venir sur la feuille. Donc tout ça, c'est travailler en permanence et de manière répétitive pendant tous les exercices de Balavisix. Alors, on fait des lancers. Est-ce qu'il y a des rebondissements? Alors, on fait des lancers avec les sacs et quand on travaille avec les balles, c'est tout le temps avec des rebonds. Voilà. Et après, il y a aussi des exercices où on mélange les sacs qui vont être lancés et les balles qui vont rebondir. En même temps? Oui, en même temps. En même temps. Donc, il va y avoir aussi tout le travail de coordination corporelle et tout ce qui va être coordination au sens large et notamment aussi coordonner de manière dissociée notre côté droit et notre côté gauche. Hein, il y a d'un côté la main droite va faire un geste et la main gauche va en faire un autre. Tout ce qui va être coordination dissociée. Et puis, justement, tu me demandais des exemples sur, la technique et là, ça me revient aussi. On fait très attention à la technique, donc c'est pas juste lancer des balles. C'est pas que ça serait pas intéressant, mais c'est pas le but de Balavisix. Là, on demande une technique parce que, par exemple, on va beaucoup travailler la dissociation des différentes articulations qui seront des composantes, comme tu nous disais, sous-jacentes après à la mise en place de toute la motricité fine. Et quand on lance, c'est pas n'importe comment. On doit lancer avec un mouvement précis qui doit partir au niveau du coude. On doit avoir le poignet dans une certaine position et on amène les enfants qui ont du mal à avoir une dissociation. On les voit souvent lancer comme ça et le mouvement va partir au niveau de l'épaule et petit à petit on va leur apprendre à ce que ça parte au niveau du coude. Donc il y aura tout ce travail de dissociation des articulations. Donc on travaille de manière globale. On ne travaillera pas de motricité fine, mais finalement, eh ben on travaille toutes ces composantes qui sont indispensables pour nous, ergo peut-être complété par un travail de motricité fine. Donc, effectivement, tu m'ouvres la porte pour faire le lien avec l'écriture où on a besoin de cette dissociation-là au niveau du membre supérieur pour arriver à l'extension du poignet qui va permettre cette prise dynamique-là du crayon. Donc, bien qu'on ne travaille pas la motricité fine directement, en travaillant ses capacités sous-jacentes, on soutient tout ce qui est occupation qui implique des manipulations, finalement. Tout à fait. Et il y a donc là on parle de la technique, mais je sais pas là si je peux rajouter. Oui, rajoute. Une des forces de Balavisix et qu'on retrouve chez Balavisix et pas forcément dans d'autres méthodes, c'est tout ce qui va être faire avec l'autre Ouais. et la responsabilité. La responsabilité, c'est dans Balavisix, on se forme et une fois qu'on a la maîtrise d'un exercice de base ou même intermédiaire ou avancé, on va l'enseigner à l'autre. Et ça se passe comment? C'est-à-dire que on a des assistants, des enfants assistants. Et ces enfants peuvent être des enfants à la base qui viennent pour une difficulté, un problème de coordination, de gestes, de déficit de l'attention. Donc une fois qu'ils savent faire, ils vont apprendre à l'autre. Et du coup, on travaille toute la confiance en soi et l'estime de soi. L'enfant qui était apprenant devient sachant et va enseigner à l'autre. Et ça, c'est propre à Balavisix. Quelle belle opportunité pour les enfants. Et c'est ça, on peut faire ça parce que quand il n'y a pas de source extérieure, qu'on travaille que le rythme organique, on va, nous, thérapeutes, on va s'adapter à l'autre. C'est-à-dire que s'il y a besoin de ralentir, on va ralentir. S'il y a besoin d'adapter, on va adapter. Parce que l'intérêt, c'est que l'autre soit en réussite. C'est pas du tout une technique éliminatoire. C'est pas moi de réussir et tout bad pour mon partenaire. C'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour que mon partenaire soit en réussite et lui fait de même pour moi et ça se fait ensemble.
Voilà, tu le résumes très bien, oui. Ben, merci. Parlons matériel. En intro, j'ai mentionné que le Balavis X utilisait des balles, des petits sacs de poids. Est-ce qu'il y a d'autres équipements qui peuvent intervenir parfois? Oui, on utilise une planche d'équilibre pour travailler tout ce qui est posture, équilibre, et c'est une planche qui est vraiment très particulière. C'est pas comme les planches d'équilibre utilisées par nos collègues kinés. C'est vraiment une planche où on peut avoir un déséquilibre que latéral ou avant-arrière, suivant dans laquelle quelle orientation, ouais. Et du coup, on retrouve comme le rythme, c'est très prévisible. Et du coup, on travaille beaucoup tout ce qui va être, pour nous et les psychomotes et les kinés, le, le report de poids aussi. Ouais, gauche-droite ou avant-arrière, c'est ça? Oui, voilà. Et ce que j'ai pu observer aussi, c'est que chez les enfants avec des troubles déficitaires de l'attention, ça leur permet de rester centrés. J'ai jamais de problème d'enfants qui partent dans tous les sens. À partir du moment où ils sont sur la planche, ils restent sur la planche et c'est comme s'ils arrivaient à se focaliser, oui, sur les exercices et il n'y a plus du tout de problème de gesticulation, d'agitation motrice, on l'a plus ça. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est dû à quoi, tu penses? Le rythme aussi, ça apaise. Il y a une sérénité. Dès qu'on rentre en résonance avec l'autre, je ne sais pas si on peut employer ça comme mot, mais quand on est en synchronicité avec l'autre, c'est quelque chose avec le bruit des balles, le balancement quand on fait des lancers de sac, il y a ce fameux balancement, il y a une sérénité, il y a un calme qui s'installe. C'est assez fort, je trouve. Ça peut être intéressant pour nos enfants. Euh, et tout ça, ça a été prévu par le fondateur lorsqu'il pensait à ces techniques, ou est-ce que ce sont des choses qui se sont avérées, qu'il a remarquées par la suite, ou tout ça était voulu, intentionnel, conçu? Non, en fait, Bill Hubert, il a beaucoup fonctionné en observation, en essai-erreur, quoi. En fait, il a beaucoup essayé, il a beaucoup observé, constaté, et puis après, il a développé certains aspects, et c'est ce qui a construit, et c'est ce qui a fait que ça a mis aussi 20 ans à se créer. Là, j'en ai pas parlé, mais c'est qu'il y a le moins de paroles possible. Il n'y a pas cette soupe sonore. Dans quel contexte? Plus social, ou tu veux dire les explications pour les mouvements? Quand l'enfant ne sait pas quel mouvement il doit faire, on fait pas du tout intervenir au niveau de la parole consciente. Donc quand l'enfant effectivement est en difficulté, on va dire un mot, on va pas le laisser comme ça dans l'échec, mais en fait on va quand même lui laisser le temps de voir ce qui se passe et de comprendre ce qu'on lui demande de faire. Donc en fait, il y a toute une progression aussi qu'on apprend à faire. C'est laisser le temps à l'autre d'observer et de pouvoir réagir. Et s'il n'y arrive pas, on va donner d'abord un indice visuel. Après un indice, on va faire un accompagnement moteur. Et après, on peut OK. passer par la parole. Donc, si je saisis mieux, c'est qu'on ne va pas nécessairement dire, OK, main droite, main gauche, passe en arrière, vas-y, fais comme moi. C'est ça? Oui, tout à fait. Tu résumes bien, c'est ça. Et les gens souvent qui viennent et qui connaissent pas trop, ils s'attendent pas à ça parce que ils voient là que c'est pas forcément nécessaire. Quand justement en formation, il y a un vrai patient, si je peux dire, parce qu'on a eu des enfants autistes qui sont venus, des enfants avec TDAH et quand on leur fait une séance, ils voient qu'il n'y a pas besoin de dire droite, gauche parce que de toute façon l'enfant, il sait déjà pas où est sa droite, sa gauche, on va lui dire pied droit, main gauche, mais le pauvre, on le perd alors qu'il sait observer et il va faire par mimétisme. Oui, et puis c'est l'effet double tâche
C'est que si on demande à l'enfant de traiter tout ça sur une base verbale, ensuite, il y a plus assez de ressources pour traiter son équilibre, pour traiter ses mouvements, tout faire en même temps, surtout en situation d'apprentissage. C'est too much, là. Le système nerveux peut pas faire ça de toute façon. Puis c'est plus puissant quand l'enfant trouve de lui-même dans son corps comment résoudre ce, entre guillemets là, problème moteur-là, que si on lui montre d'une manière didactique. Ouais, oui, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Donc le bénéfice, il est autant ou encore plus dans le processus et non juste dans l'acquisition de la technique d'une manière dans sa finalité finalement. Oui, le tout, c'est vraiment de les mettre en situation et c'est pour ça aussi qu'il faut acquérir la technique. C'est que si l'enfant rate la balle, il doit en général, si on a bien été formé, on doit pouvoir envoyer la balle de manière à ce que l'enfant réussisse. Donc, on doit pallier ces difficultés pour vraiment le mettre en réussite. Oui, c'est vrai, il y avait ce point-là. Ouais. Ça, c'est super important. S'il rate la balle, c'est un échec. C'est un échec. Alors quand les enfants viennent avec des troubles praxiques et de toute façon ils n'arrivent déjà pas à arriver à un ballon, on doit s'arranger pour qu'ils réussissent. À nous de les mettre en Ouais. réussite. D'où la maîtrise de la technique. Je t'ai pas demandé à partir de quel âge c'est approprié ou accessible cette activité-là. Donc de 3 ans moi j'ai des gens âgés, plus de 90 ans. Ouais. Voilà. Et Mhm. j'ai des tout petits avec des adaptations où on fait assis avec des ballons. Moi, j'ai deux de mes enfants qui sont formés et qui peuvent venir en tant qu'assistants. Donc, j'ai des enfants très lourdement handicapés. Voilà. Mais à partir de 3 ans, on peut déjà travailler au niveau visuel, hein. La poursuite, la fixation. Oui, donc des composantes sous-jacentes un peu du balavisex complet pour les plus petits ou ceux qui ont des défis plus grands, ben, c'est tout à fait approprié pour débuter. Toujours en gardant en tête que l'objectif du partenaire, c'est de mettre l'autre en réussite en s'adaptant. Tout en gardant en tête toujours les principes croisement des lignes, des axes, poursuite Oui, oculaire, rythme. Donc en fait, si un enfant va très lentement, chaque étape va être très lente pour avoir vraiment ce rythme régulier. Donc des fois, on a des groupes qui viennent et qui ont spécifiquement des autistes et là, on aborde spécifiquement les adaptations et les exercices pour autistes. tu parles de formation. Alors, les formations, est-ce qu'elles sont obligatoires? Alors on a des personnes effectivement qui ont commencé à faire des mouvements en voyant, ce qu'on peut voir sur internet. Après quand ils viennent en formation, ils se disent: «Waouh, non effectivement c'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on l'on peut voir». Donc si on veut vraiment avoir l'impact que peut avoir la physique, la force, et ben je conseille d'aller se former. Alors vous n'avez pas de niveau, il n'y a pas de diplôme, c'est formation de 3 jours basée sur de la pratique. Les participants vont pratiquer à 2 personnes et puis aussi il y aura des exercices de groupe. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé d'assistants. Donc, c'est des formations, mais dans chaque formation, vous avez des praticiens et vous avez des enfants instructeurs. Donc, ces enfants-là, c'est ceux qui ont été formés avec une technique suffisante et puis une capacité à encadrer et à faire passer l'information. Donc, on a un accompagnement individuel dans une formation de groupe. Donc chacun aussi peut aller à son rythme. Personne n'est laissé sur le côté. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à faire un exercice, eh ben on peut avoir un assistant qui va nous prendre à part pour nous aider à réussir. C'est super vraiment parce que ce que tu décris,
Ce n'est plus nécessairement juste une formation pour avoir un nouvel outil dans notre répertoire d'ergo ou d'enseignants, mais c'est aller vivre une retraite de 3 jours, une retraite neurodéveloppementale qui va bénéficier autant à notre propre bien-être de faire cette activité-là pendant 3 jours. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a pas du tout de niveau. C'est-à-dire, tu dois pas valider un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. On a des gens qui viennent 3 jours en formation et puis après on va jamais les revoir parce que ça leur suffit. Ils ont été assez nourris et puis, ils vont pratiquer, avec leurs patients, leurs enfants, leurs élèves et puis certains, des fois, ils reviennent parce que ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils approfondissent un certain travail ou alors ils veulent aller plus loin. Et donc, il y en a qui refont, mais il n'y a aucune obligation de refaire cette formation-là. Au bout des 3 jours, le lendemain, on est encouragé tout de suite à pratiquer dans nos cabinets, dans nos classes, ne serait-ce que quelques minutes, juste quelques minutes où pendant 3 minutes, on va croiser cette ligne médiane un nombre incalculable de fois, que les yeux ils vont bouger de droite à gauche, en haut, en bas. Donc ça suffit. Après, si on veut compléter, aller plus loin, ou si on a eu des difficultés, ben on peut revenir sans problème, mais ce n'est pas une obligation. Alors, à la fin des 3 jours, on devient praticien, c'est ça? À la fin des 3 jours, c'est un outil. On a en main un outil que l'on peut intégrer dans notre séance. Par exemple, toi, Josiane, si tu viens 3 jours, tu te formes, tu repars, et dans ta séance, en début, en milieu, en fin, OK. comme tu veux, tu vas pouvoir intégrer du Balavisix. Voilà. Donc, au bout des 3 jours, tout le monde peut faire ça. Être praticien, c'est pouvoir mettre une plaque et se faire payer pour faire que du Balavisix. Mais finalement, nous, ergothérapeutes, psychomotriciens, enseignants, on peut l'intégrer Ouais. dans nos séances avec les personnes, les enfants que je reçois, et j'utilise entre 3 minutes et 15 minutes, et après le reste de la séance, et ben c'est autre chose. Et puis si je peux aussi rajouter par rapport aux formations, c'est que pendant la formation Balavisix, on invite les thérapeutes qui sont présents à faire venir un de leurs patients ou leur élève ou pour les parents qui sont là, leur enfant qui est en difficulté, et on montre en live une séance type avec ces personnes-là, donc enfants, adultes. Voilà, donc on voit et on peut voir aussi, du coup, on apprend toutes les adaptations qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les bienfaits de cette approche-là, sa capacité à atteindre les objectifs qu'elle vise avec ces techniques-là? Oui, donc je sais qu'il y a eu des thèses qui ont été faites dans les années 2000. Là, on peut les retrouver sur le site que tu mettras en lien. Oui, tout à fait. Il y a eu des thèses américaines sur les troubles déficitaires de l'attention, par exemple, ou suite à des traumatismes. Et par exemple, en France, il y a une étude en cours sur des élèves. Donc c'est une étude qui est menée par une université qui est dans une ville à Angers. Donc il y a eu déjà un premier écrit, et puis on attend la suite. Et il y a beaucoup d'impact, notamment là les premiers retours, c'est sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'attention, la concentration. Ben, c'est encourageant. Alors, n'hésitez pas à aller explorer les ressources, effectivement, que je vais mettre en lien pour avoir peut-être accès là, une petite vidéo ou les liens vers les formateurs. Et sinon, je te remercie, Sarah, de cette discussion enrichissante. Et si on souhaite travailler avec toi, je mets le lien aussi dans les notes pour te retrouver dans la Nièvre, en France, en Europe. Quel privilège d'avoir passé ce moment-là avec toi, et au plaisir de se rencontrer
en 3D dans un futur proche. Voilà. Eh ben, merci à toi vraiment, Josiane, de nous laisser des temps de parole et puis d'ouvrir aussi vers d'autres choses. Bye, Sarah. Bye tout le monde. Bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!